Est-ce qu'on risque à partir de dimanche de nous retrouver dans une France qui sera ingouvernable? Je vous décris la situation qui fait émettre certaines craintes par rapport à la France qu'on aura à partir de lundi, à partir du moment où on aura des résultats définitifs des élections législatives de 2024 qui vont nous donner la composition exacte de l'Assemblée nationale. En fait, il y a des gens qui pensent, par exemple Mélenchon, et je pense que cette opinion, enfin cette crainte est partagée par beaucoup de personnes, c'est la crainte que la France devienne ingouvernable. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de majorité et qu'il y ait une assemblée qui fasse généralement fronde contre le gouvernement. Parce que le gouvernement, ça sera vraisemblablement M. Jordan Bardella ou alors quelqu'un d'autre qui est issu du RN. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le Jordan Bardella a dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas d'une majorité relative, que lui, ce qu'il voulait, c'était une majorité absolue. Et Madame Le Pen Madame Le Pen a dit la même chose. Elle a dit on ne veut pas juste une partie du pouvoir, on veut quasiment tout le pouvoir. On veut avoir une majorité. C'est un peu l'esprit de la 5ème République. On veut une majorité, voilà. Sauf que euh, plus le temps passe et plus je ne pense pas que ce scénario est sérieusement envisageable. Je ne pense pas que le RN pourra remporter 50% des sièges, je crois que c'est 289 sièges, je ne pense pas qu'il pourra les remporter. Les sondages les ont un petit peu surestimés, ils ont eu 29% à la place des 33, 34, voire 36% escomptés. Des fois, il y avait des sondages qui les plaçaient, donc le RN et leurs amis, y compris le parti de M. Éric Ciotti. Au total, ils disaient que ça allait faire 40%. Donc non, une majorité n'est pas du tout envisageable à l'heure actuelle, parce que les sondages ont été, même s'ils se sont un peu trompés sur le RN, généralement ils ont été assez corrects. Ils plaçaient majorité présidentielle, en gros les centristes, ils les plaçaient de plus en plus haut. À un moment, ils avaient atteint 15, à un moment 18. Et je me rappelle, les sondages la veille des élections, c'était 20%. C'était vraiment, on était à 20%, ce qui fait que les sondages ont été assez justes là pour le coup. D'où l'importance d'avoir des sondages qui interrogent le maximum de personnes. Et surtout, il faut faire des sondages par circonscription. Faut pas faire comme Harris Interactive. C'est pour ça que je n'utilise que des sondages de Harris Interactive. Il faut faire des sondages par circonscription. Au hasard, il ne faut pas faire de sondages individuels où tu poses la question à 10 000 Français. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, c'est pas à la proportionnelle. C'est majoritaire à 2 tours que ça se passe. Donc, on va répondre à la question, est-ce qu'on risque de se retrouver dans une France ingouvernable? Moi, je pense que non. En fait, les gens qui pensent, d'ailleurs, peut-être en live plus tard, je réagirai à cette vidéo-là, les gens qui pensent que la France serait ingouvernable si on n'a pas de majorité absolue, bah, c'est des gens déjà qui ont oublié les 2 dernières années, parce que je vous rappelle qu'en 2022, il n'y avait pas de majorité absolue. Le parti de la Macronie n'avait pas de majorité absolue. Ils arrivaient à régner en faisant des accords par-ci par-là avec certains partis. Donc non, la France ne sera pas ingouvernable, on ne tombera pas dans une situation de crise, il faut arrêter ce genre de fantasme. Il peut se passer plein de choses, d'après moi, il y aura trois possibilités que je vais vous dire après la lecture de cet article, que je vais vous expliquer, pardon, après la lecture de cet article de Capital. Petite parenthèse, désolé si je balbutie des fois, désolé si je suis mal habillé, désolé si j'ai ces airs-là, en fait je suis très malade, changement de saison, je me suis chopé une méga crève, donc là je me suis fait violence pour essayer de faire cette vidéo, on va espérer que ça soit pas un AV. Alors, on va lire quelques passages de cet article de Capital. Alors, en moins de 48 heures, les désistements à la chaîne ont bouleversé la nature de la confrontation électorale qui va se jouer dimanche. Alors que l'heure limite des dépôts de candidature a sonné à 18h mardi, le décor est désormais quasi planté pour le second tour des élections. Pour rappel, le premier tour qui a eu lieu le dimanche 30 juin a vu le RN arriver en tête, suivi du nouveau Front Populaire, suivi de la majorité présidentielle avec 20%. Avec une participation record de 66,71% et un faible nombre de candidats concentrés sur 3 grandes forces politiques, RN, NFP ensemble, le nombre de qualifications pour le second tour a explosé, donnant lieu à de nombreuses triangulaires. Déjà là, on peut commencer à analyser un petit peu. Alors, RN, généralement, on place le RN avec ses alliés, avec le micro-parti d'Eric Ciotti, qui a fait, je crois, 3-4%. Faut vraiment, dites-moi en commentaire combien il a fait, Eric Ciotti. Mais je pense que, en tout cas, je sais qu'on est au-delà des 30%. Je crois qu'on est à 32-33% si on prend le parti d'Eric Ciotti. Le RN, lui, n'a fait que 29%. Je ne sais pas s'il y a un candidat de reconquête qui a été qualifié au second tour. Ensuite, le NFP, bien sûr, bon voilà, on va pas faire la liste des partis, c'est l'union de la gauche, Front Populaire d'ailleurs, qui est une référence directe au Front Populaire des années 30. Ensuite, ensemble, c'est là où ça devient un petit peu délicat, parce qu'en fonction des circonscriptions, on a eu des candidats LR qui sont partis contre des candidats macronistes, et l'inverse, on a eu des candidats macronistes qui se sont alliés avec des candidats LR, donc LR les Républicains. Donc,
voilà, c'est, au final, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. J'avais prévu de faire une vidéo là-dessus, mais bon, la situation changeait, chaque fois de jour en heure, d'heure en heure, de jour en jour, donc c'était assez infaisable. Mais là, pour le coup, LR et la Macronie, ils vont être quasiment en symbiose, hein. Il y a des gens qui parlent d'éclatement de la gauche après le dimanche 7 juillet. Moi, je pense au contraire qu'au centre, ils vont former un bloc limite homogène. LR ne va jamais accepter de s'allier de manière définitive, de se fondre chez Renaissance, l'ancien parti La République En Marche. Mais en tout cas, il n'y a plus rien qui les distingue aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette époque où les LR, il va falloir qu'ils fassent très attention. Soit ils pourront sortir leur épingle du jeu, soit ils vont complètement se fondre dans la masse macronienne. Alors, on va passer à un autre passage qui est intéressant, que je voulais vous lire. Au lendemain du vote, le ministère de l'Intérieur faisait ainsi état des 306 circos concernés, dont la majeure partie, 299, incluait un candidat du RN. 5 circonscriptions se retrouvaient même avec une quadrangulaire, c'est-à-dire 4 candidats en lice pour le second tour. C'est vraiment beaucoup ça. Déferlement de désistement. Dès le sort du premier tour, face au score sans précédent du parti de Jordan Bardella, l'Alliance de gauche a demandé à ses candidats du NFP de se retirer lorsqu'ils étaient placés en 3e position afin de faire échec aux candidats RN risquant d'être propulsés à l'Assemblée. Alors, là, pour le coup, on est en plein dans la stratégie du nouveau Front Populaire qui veut absolument éviter que le RN ne soit au pouvoir. En fait, ils savent très bien que ces candidatures, même si elles sont investies pour le second tour, ils savent très bien que ça n'a aucune chance de passer. Bien sûr qu'on peut avoir des surprises, mais il y a assez peu de surprises, hein. Il y a des circonscriptions, on sait pour qui ils ont voté, on sait pour qui ils votent depuis longtemps. En fait, ça fera que diviser les voix, et ça sera une occasion, le parti qui risque le plus dans ce genre de situation de remporter la majorité, eh bien c'est le Rassemblement National, ce qui est le némésis absolu, qui est l'ennemi absolu du nouveau Front Populaire. Donc, ils sont très cohérents avec leur stratégie, sauf que ce n'est pas une stratégie, donc selon moi, bien évidemment, il y a le côté communication, il y a le côté on va faire barrage au Rassemblement National, attention le fascisme, etc. Si je n'adhère pas du tout à ce genre de propos, mais c'est juste pour vous dire que certes, il y a l'intention électorale, on veut faire barrage au Rassemblement National, mais il ne faut pas oublier surtout que c'est une stratégie un petit peu marketing, hein. C'est aussi un peu pour qu'on dise du bien d'eux. S'ils avaient un réel intérêt électoral à garder ces candidatures en triangulaire, s'ils avaient réellement un intérêt, ils l'auraient fait, ils les auraient gardés. Sauf que là, il n'y a aucun intérêt, ni électoral, ni au niveau marketing, au niveau communication. Au niveau électoral, ils vont se casser la gueule. Au niveau communication, ils vont se casser la gueule aussi. Donc voilà, faut pas oublier, les partis, il n'y a rien de moral, il n'y a pas de moralité chez les partis. Alors, donc, se retirer, voilà. Même chose au sein du camp présidentiel où Gabriel Attal a appelé ses candidats arrivés en 3e position à se retirer pour empêcher l'extrême droite d'obtenir les pleins pouvoirs, sans appeler toutefois à voter pour des candidats de la France insoumise. Dans ce cas-là, c'est compliqué. C'est un peu comme Mélenchon en 2022 qui disait ne donner aucune voix à Madame Le Pen. En gros, on sait pas exactement où il se situe et il y a toujours ce truc alambiqué. En fait, c'est pas si alambiqué que ça quand on y pense, puisque soyons honnêtes. Il est en train de dire... dans le principe, faut que vous votiez NFP, mais je ne vous dis pas, comprenez vous-même qu'il faut voter NFP. Parce que si Attal, d'un coup, il dit, attention, faut voter pour le nouveau Front Populaire, déjà son électorat ne va pas le suivre, mais surtout, ça va être un peu la risée. Donc il a intérêt, encore une fois, à niveau électoral, il y a le côté électoral, il y a aussi la communication, on parle de politique, là. Donc il y a ce côté, j'essaie de me mettre un petit peu en recul. Je dis de surtout pas voter pour le RN, mais je ne dis pas de voter pour le NFP. D'accord, sachant qu'aujourd'hui, il y a que ces 3 offres politiques, hein, il y a pas grand-chose d'autre. T'es en train de dire qu'il faut voter pour le NFP, donc soyons cohérents, mais bon, voilà, il y a le côté communication. Alors, on poursuit la lecture. Conformément au mot d'ordre, de nombreux candidats, à commencer par ceux issus du NFP, ont annoncé leur retrait alors qu'ils étaient qualifiés pour le second tour, pour laisser la place à l'opposant ERN le plus favorisé par les suffrages du premier tour. Au total, 219 désistements comptabilisés par Capital sur un décompte basé sur les annonces des candidats. Parmi les démissions, 131 sont issues de l'Alliance de la gauche. Dans la 10e circo du Nord, Leslie Mortreux et les filles pour le NFP s'est par exemple désisté pour permettre à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de l'emporter sur Bastien Verbu, alors que l'écart n'est de 1,7 points entre les deux candidats. Voilà. Pas désolé si j'ai écorché votre nom de famille, monsieur, puisque de toute façon, ça m'a l'air d'être un nom de famille flamand. J'ai aucune notion ni de flamand ni de néerlandais, donc voilà. Il fallait avoir des noms de famille. J'allais dire quelque chose de très méchant. Fallait avoir des noms de famille normaux. Parce que ici, franchement, je vous jure, les gens qui sont locaux, je les appelle toujours par leur prénom, bien évidemment, mais
quand on me demande par exemple, ouais, quelqu'un qui s'appelle Gérard qui, je sais pas, j'arrive jamais à retenir les noms flamands. C'est vraiment soutenable hein, là pour le coup. C'est pas une insulte envers les Flamands. Vous savez, les Flamands me cassez pas la gueule. Hein. J'ai affiché votre drapeau pas mal de fois et ce qui m'a valu des désabonnements en Belgique. mais c'est juste pour dire, oui, c'est le côté germanique qui est très difficile hein, pour quelqu'un, pour un locuteur de français. Quelqu'un qui parle pas flamand, qui parle pas allemand, qui parle pas de langue germanique, c'est très difficile de connaître ce genre de, c'est très difficile de retenir ce genre de nom de famille. Alors, donc voilà, on a finalement le NFP qui fait un peu la même chose hein, que le parti de la majorité présidentielle qui fait un peu la même chose que le NFP, en mode attention, nous on est contre la montée du fascisme. Mais encore une fois, c'est but purement électoral. D'accord, il y a un désistement. Mais en fait, même s'il n'y avait pas eu de désistement, bah en fait, le résultat, il aurait été complètement éclaté autant pour toi, autant pour les gens qui sont pas de ton parti, autant pour tes adhérents. Donc voilà. Alors là, ce qui est très bien avec Capital, c'est qu'ils font des cartes vraiment très détaillées. Là, ils ont fait une carte des désistements. C'est vraiment pas mal. Là, du coup, ouais, on voit que c'est essentiellement... Il n'y a eu, je crois, aucun désistement du RN. Ah si, Ludivine Daoudi du RN dans la première circo du Calvados. À part ça, on a essentiellement, donc, en rouge, c'est le NFP, et en orange, c'est le Ensemble, donc le parti les centristes, la majorité présidentielle. C'est ça qui est très bien avec Capital. Donc vraiment, là, on voit qu'il y a pas mal de désistements, on voit exactement où ils sont. On voit aussi dans cette très très grosse partie, là, ça doit être essentiellement le RN. Alors, on va poursuivre la lecture. Du côté des macronistes, les désistements ont été plus hésitants, mais on s'en fiche, hein, c'est que des chiffres. De toute façon, la carte est tout aussi parlante que si je vous balance des chiffres, donc on va passer. Une quinzaine de candidats sous l'étiquette Ensemble ont toutefois décidé de se maintenir alors qu'ils sont arrivés en troisième position, conservant ainsi les triangulaires dans leur circo. Quelques erreur, c'est une grossière erreur parce que dans ce cas-là, les gens de ton parti ils vont pas t'aimer parce que bah, tu donnes plus de voix à ceux. En fait, tu divises les voix contre le RN alors que la stratégie de ton parti ça a été de dire attention le RN grand méchant loup, faut pas que ce parti passe sinon c'est les heures les plus sombres. Voilà, vous savez très bien ce que je pense de ce genre de discours. Au final, les gens qui disent nous on est la République, on a la démocratie, faut pas diviser, faut pas faire le cas, on va s'opposer au RN parce qu'on s'oppose au chaos, on s'oppose à machin truc, on s'oppose aux 7 plaies d'Égypte, bah en fait, avec ce genre de discours, vous faites encore une fois, je donne pas mon avis, mais là, vous faites que empirer la situation. Vous faites que propager la psychose en France, en fait. Autant du côté droite que du côté gauche. Hein. Le RN, ça va pas être le fascisme, et le NFP, ça va pas être ça va pas être l'URSS non plus. Donc, faut se calmer un petit peu, vraiment. Faut revenir, faut pas oublier les priorités. Alors, dernier passage que je voulais vous lire. De façon très résiduelle, 4 candidats RN se sont également retirés malgré la déclaration de Marine Le Pen de ne pratiquer aucun désistement. Le premier retrait fait suite au scandale suscité par la publication sur les réseaux sociaux d'une photo de la postulant de la première circo du Calvados, Ludivine Daoudi, coiffée d'une casquette de la Luftwaffe. Ça, mais c'était n'importe quoi, vraiment. Je me rappelle plus de quelle partie elle était, celle-là, mais c'était genre, tu soignes ta communication. Quand tu es un parti, tu soignes ta communication. Voilà, donc en tout cas, il y a eu ce désistement et c'était la moindre des choses à faire. Genre vraiment, imagine, député à l'Assemblée nationale, et là, tout le monde y ressort sa photo avec une casquette nazie. Pas ouf en termes de communication. Après avoir annoncé son retrait à la surprise générale alors qu'il était en deuxième position, Gilles Bourdelet, candidat LR Ciotti allié du RN dans la 5e circo du Maine-et-Loire, a finalement confirmé mardi avoir déposé sa candidature. À l'appel de nombreux soutiens après l'annonce de mon retrait face aux alliances contre nature qui se nouent, beaucoup interprètent ce revirement de dernière minute comme une manœuvre contre la candidate NFP France. Et ça s'appelle France? Ton prénom c'est France? C'est méga stylé. France Moreau pour la forcer à se maintenir dans une triangulaire. Voilà. Désolé pour les pubs. Là, ce n'était pas mon intention de scroller aussi bas. Voilà. Donc, on a un peu cette situation-là, comme je vous le disais. Au final, il y a très peu de risques d'avoir une majorité, très peu de probabilité d'avoir de majorité. Le RN n'aura pas de majorité, le NFP n'aura, enfin, pas de majorité absolue, le NFP non plus, et encore moins. Le parti qui risque le moins d'avoir la majorité, paradoxalement, c'est celui qui s'appelle, qu'on a appelé électoralement majorité présidentielle. Voilà. Donc non, il y aura aucun parti ne réussira à avoir de majorité. Ça va se jouer à très très peu, je crois. Mais en tout cas, si on a des reports de voix, si on a le même nombre, il y a peut-être quelques centaines de milliers de personnes qui n'iront pas voter au second tour. Mais en tout cas, si la situation n'évolue pas trop, très peu de chances que le RN arrive à avoir la majorité absolue. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? On a
Bien évidemment, donc notre cher Jean-Luc Mélenchon, attention, je vais pas lire la vidéo, ce n'est pas mon intention. De toute façon, je vais sûrement réagir à ce passage en live. Que se passerait-il si le pays, à l'issue des élections législatives, dont le second tour se tiendra dimanche, était complètement ingouvernable, si aucune majorité d'un côté comme de l'autre ne se dégageait des urnes? L'hypothèse impensable il y a encore quelques semaines pour bien se concrétiser. Comment ça, impensable il y a encore quelques semaines? Malgré une courte avance pour rien, d'accord, la victoire absolue. Mais on a toujours su. C'est quoi c'est quoi cette pige à 2 balles? On a jamais. Il y a eu un sondage qui disait le RN majorité absolue. Hein. Il y a des sondages qui mettaient le RN à 40%, voire je crois 45%, 41% à un moment. Mais non, on a toujours su. Hein, donc c'est vraiment il y a une manière de rapporter les faits. Oh, l'hypothèse était impensable il y a encore quelques semaines. Non, ta gueule, on a toujours su qu'il y aurait pas de majorité. Invité jeudi soir, alors voilà, je crois que je m'étais arrêté, voilà, aucune victoire absolue à aucun bloc, là on est bon, on est cohérent par rapport à ce qu'on avait dit avant. Invité jeudi soir à 20h, la solution pour sortir de l'impasse, c'est qu'Emmanuel Macron s'en aille. C'est d'ailleurs assez normal, c'est lui qui est responsable de cette pagaille. Alors, non, c'est clairement, ça ne va... attendez, je poursuis un peu. Il n'est pas vrai que le pays sera ingouvernable, il ne l'est que si M. Macron décide qu'il doit le rester. Non, pas exactement. J'empiète sur ce que je vais dire après, mais la France a pendant très longtemps été une république à prééminence présidentielle, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle au niveau juridique. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas grande chance que la France soit ingouvernable. Hein. Il y a toujours des alliances, il y a toujours des choses, il y a toujours des votes qui vont se reporter. Macron, en gros, bon, là je vais vous dire clairement ce que je pense. Hein, je vais vous dire clairement ce que je pense par rapport à tout ça. Macron aura 3 possibilités. Je vous en avais déjà touché 2 mots en live, mais bon, la majorité des gens qui sont abonnés à ma chaîne n'ont pas regardé le live, ce qui est complètement normal. Moi, les lives, je ne les regarde jamais. J'ai regardé une fois un live sur YouTube, ça m'a ennuyé, je me suis barré. Donc, je profite de la vidéo pour réitérer ce que je disais. Macron, il a 3 possibilités, qu'on soit clair. Macron a 3 possibilités si le RN passe. Et en tant que majorité absolue, ça n'arrivera pas. Mais si jamais il a la majorité relative, ce qui est exactement ce qui va se passer selon moi, eh bien, il a 3 possibilités. Possibilité numéro 1, faire comme le gouvernement d'Italie avant Meloni. Je crois que c'était celui avant Meloni, dites-moi si je me trompe. Mais en gros, Macron, il peut prendre des technocrates sortis des cabinets ministériels, sortis des agences, des gars un peu sortis un petit peu de nulle part, mais qui sont expérimentés, qui ont genre 10-15 ans d'expérience, et les balancer dans des postes clés, dans les ministères à portefeuille, pour ministère de la Santé, voilà, ministère de la Culture, ce genre de choses, les mettre dans des ministères stratégiques, pour faire en sorte d'avoir un gouvernement de technocrates qui va juste gérer le pays pendant 3 ans, en attendant 2027. Voilà. On a cette possibilité. Je pense que Macron, ça c'est la possibilité de prudence que je dirais, c'est la possibilité de prudence. Et en fait, aucune force politique ne pourrait légitimement s'opposer à ce que Macron fasse ça, puisque le RN, voilà, Bardella a dit soit majorité absolue, sinon je suis pas Premier ministre. Le NFP, il serait ravi de voir aucun membre du RN dans le gouvernement. Et la majorité présidentielle, ça les arrangerait puisque ça leur donnerait un peu, et les Républicains aussi qui ne sont pas alliés au RN, ça leur donnerait un petit peu de lest. Mais c'est, je pense, la solution de prudence. Mais en gros, on a cette possibilité-là c'est juste pour vous dire que la France ne sera pas ingouvernable même si il y a aucune majorité. Il y a toujours cette possibilité de sortir. Bon, il y a le chat qui se plaint, désolé. Macron a toujours cette possibilité et on peut aller plus loin que ça. On peut dire que Macron, il a même la possibilité de mettre un gouvernement, je vais pas dire d'union nationale, mais en gros, un gouvernement pour concilier tout le monde, un gouvernement avec des gens de tous les partis. Et là, ça serait incroyablement difficile, voire impossible, de dire au NFP, de convaincre le NFP ou n'importe quel parti, hein, même les plus modérés, même PCF, Place Publique et PS, ça serait impossible de leur dire donnez-nous un de vos gars, on va le balancer dans un gouvernement avec des gars du RN. C'est mort. Donc, ça serait, je pense que ça serait un gouvernement avec des gars sortis un petit peu nulle part, mais qui sont expérimentés, du RN, de LR et de Renaissance. Voilà, on a cette possibilité-là. Si Macron est intelligent, c'est ce qu'il va faire. Enfin, si Macron est plus pragmatique, c'est ce qu'il va faire. Par contre, deuxième possibilité, l'article 16. L'article 16, c'est-à-dire Macron peut décider des pleins pouvoirs.
dans ce cas-là, il peut décider de dire attention, on a une situation de crise. Je décrète que j'ai les pleins pouvoirs, le temps de nous en sortir de ces situations. Et après, il aurait même pas à dissoudre l'Assemblée nationale. De toute façon, il n'a pas le droit de le faire une deuxième fois en l'espace de 365 jours. Il n'aurait pas à le faire. L'Assemblée nationale ne servirait absolument à rien. Bien évidemment, il y a des garde-fous, mais avec une assemblée aussi divisée, ça va être très difficile de faire front aux pleins pouvoirs qui vont être décrétés par Monsieur Macron. Voilà. Donc faut pas oublier, il y a toujours la possibilité que Macron soit un psychopathe fini, et ça j'y crois. Je pense sérieusement que Macron est un psychopathe. Il a tout indiqué pour montrer que c'est un psychopathe. Et ça montrerait, là ça m'étonnerait pour le coup, ça montrerait qu'il est vraiment sincère dans son discours de attention, oh là là, les extrêmes c'est des nazis. Voilà. Je pense que il montrerait qu'il est sincère parce que il dirait voilà attention, on a les communistes et les nazis qui sont à l'Assemblée nationale. Je mets des guillemets, hein. C'est ce que lui pense, c'est le cœur de son message. Attention, il y a des soviétiques, il y a des nazbols à l'Assemblée nationale. État d'urgence, les pleins pouvoirs. Je n'y crois pas réellement parce que de base, je ne pense pas que Macron est sincère dans son discours. Je pense qu'il est plus intelligent que ça. Soit il est intelligent et pragmatique, soit il est complètement psychopathe. Ensuite, on a une troisième possibilité, c'est tout simplement qu'il laisse Jordan Bardella choisir un ministère. Et sauf que bon, Jordan Bardella, je vous l'ai dit, hein, cette histoire de soit j'ai la majorité absolue, soit je ne suis pas Premier ministre, je n'y crois pas. Je pense sérieusement que voilà, les gens de son parti vont lui dire allez, vas-y, t'as la possibilité, même si on est à 30%, vas-y, on s'en fout, il nous faut Bardella comme Premier ministre. Donc on a parfaitement cette possibilité. Hein. Bardella, il dit ok, c'est bon, je suis Premier ministre. Au final, j'ai dit non, mais au final, je dis oui. Typique des politiciens, hein, faut jamais faire confiance aux déclarations des politiciens, c'est des girouettes. Hein. Donc, il y a cette possibilité-là. Bardella pourrait dire, d'accord, et il va faire un gouvernement à sa sauce, et il va utiliser, s'il est pas trop con non plus, il va faire appel aussi à des macronistes, des LR, tout ça, pour donner un peu cette idée de attention à l'Union nationale. Je crois que c'est complètement crédible, enfin, je crois que c'est faisable. On a ces trois possibilités-là, sauf que la troisième possibilité, celle que Macron fasse selon la coutume, qu'il laisse Jordan Bardella choisir un ministère, bah dans ce cas-là, on aurait un duel, parce que ne croyez pas une seule seconde que Macron va se désister, que Macron va démissionner. Non, il ne va pas, ça serait plus correct de dire qu'il ne va pas abdiquer. Ne croyez pas une seule seconde que Macron va le faire. S'il le fait, je fais un truc de dingue. Dites-moi en commentaire ce que je fais. Mais ta gueule le chat. Mais ta gueule. Désolé, je sais pas ce qu'il veut, là, il a jamais gueulé comme ça, c'est super bizarre. Je vous prie de m'excuser, je sais pas si vous l'avez entendu à cause de la suppression du bruit, mais le chat vient de gueuler à 5 reprises, je ne sais pas pourquoi, je vais aller voir ce qu'il a après la vidéo. Donc, comme je vous le disais, si jamais Macron décide d'élire Monsieur Bardella, voire même Madame Le Pen comme Premier ministre, ou alors quelqu'un d'autre sorti, là c'est le truc de bâtard qu'il pourrait faire, ce serait de choisir Premier ministre, quelqu'un qui n'a jamais dit qu'il voulait être Premier ministre, mais qui a suffisamment d'ego pour accepter. Et c'est quelqu'un du RN qui en fait est complètement incompétent et pas qu'il est incompétent, qui n'a pas d'expérience, que est un peu sorti de nulle part. Ça serait un truc de bâtard qu'il pourrait faire. Ça serait super drôle s'il le fait parce que ça montrerait que il veut vraiment mettre des bâtons dans les roues du RN. On va voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, il serait Macron. Imaginez Bardella Premier ministre, Macron président de la République, Macron ne va pas se désister, c'est mort, il va pas abdiquer, c'est mort, ne comptez pas dessus. Il y a, je sais, Mélenchon, il a dit sur TF1 que Macron, s'il était intelligent, il démissionnerait. Non, t'as pas compris, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, la France n'est pas la Grande-Bretagne. Le président n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. S'il était responsable, il aurait démissionné après les élections législatives de 2022, où il n'a pas obtenu de majorité absolue. Donc non, il n'est pas responsable, il n'est responsable devant qui que ce soit. Il peut, dans une pratique gaullienne du pouvoir, il peut se considérer responsable devant le peuple. Puisque De Gaulle, la dernière fois qu'on a eu un président qui a abdiqué, c'était De Gaulle qui il a démissionné parce que il a fait un référendum en 1969, majorité de non, il a considéré que les gens disaient non à sa personne, il a démissionné. Macron n'est pas De Gaulle. Macron, c'est un anti-De Gaulle, hein, vraiment. Le gars, il a une pratique du pouvoir qui n'a absolument rien à voir, c'est une toute autre métaphysique. Donc non. Il faut pas, ne pensez pas que Macron va abdiquer. Ça sera quand même très intéressant. On aura Bardella et Macron. Donc un duel entre Monsieur Bardella et Monsieur Macron. Sachant que, certes, Bardella, il aurait potentiellement une majorité relative de l'Assemblée de son côté, mais Macron, il pourrait compter sur tous les autres. Parce que Bardella, par exemple, pour des projets de loi,
des propositions de loi quand ça émane de l'Assemblée nationale, on appelle ça des propositions de loi. Quand ça émane du gouvernement, on appelle ça projet de loi. Donc des propositions de loi qui émanent de l'Assemblée nationale. S'il y en a, par exemple, qui sont proposées par le RN et qui, par exemple, au niveau de l'immigration, ah bah, l'Assemblée nationale en très grosse majorité, ils vont dire non parce qu'il y aura que les RN et Ciotti qui vont dire oui. Pour des mesures radicales vis-à-vis de l'immigration, tous les autres ils vont dire non. D'ailleurs, ça m'étonnerait. Hein. Le RN, il s'est très nettement modéré sur l'immigration. Ça, par contre, même je me ferai critiquer par la gauche en disant ça, mais ça reste vrai. Le RN est très aseptisé. Franchement, allez voir ce qu'il propose en termes d'immigration. Ça n'a rien à voir avec 2017, voire même 2022. Donc, si le RN ne s'était pas aseptisé, comment expliquer la montée de Reconquête? Comment expliquer le succès, en tout cas le succès militant, pas le succès électoral, mais le succès médiatique de ce parti-là? Il y a des gens qui vont me dire CNews. D'accord, CNews, ça n'explique pas les pics d'audience à chaque fois que Zemmour parlait à la télé. Reconquête, c'était considéré comme un rival potentiel du RN. Bon, au final, le vote utile des nationalistes a fait que les gens, ils ont plus voté RN que Reconquête. Mais en tout cas, voilà, comment expliquer le fait qu'on a eu un tel parti, un parti qui a suscité autant d'engouement? Parce que le RN s'est aseptisé, parce que le RN est beaucoup plus modéré qu'avant, et que le RN, je peux même pas le considérer décemment comme un parti d'extrême droite, de la même manière que je ne peux pas considérer le NFP comme un parti d'extrême gauche. Donc voilà, 3 possibilités. Pour Macron, soit il va tout simplement créer un gouvernement de technocrates pour gérer le pays jusqu'en 2027, des pas partisans, comme ça on aura un gouvernement silencieux comme il s'est passé en Italie. Deuxième possibilité, l'article 16, les pleins pouvoirs. Si Macron est suffisamment psychopathe, il le ferait complètement. Dernière possibilité, tout simplement qu'il laisse M. Bardella faire, qu'il laisse constituer un nouveau gouvernement, et dans ce cas-là, on aura un duel. Imaginez un duel constant, ce qu'on appelle un duel au sommet de l'État, un duel constant entre Macron et Bardella. Et là, si jamais c'est troisième possibilité, le RN, je pense sérieusement que c'est mort, que ça va être un échec, qu'ils vont pas réussir à s'en remettre pendant au moins 20 ans. Parce que il va se passer plein de trucs en France, il y aura les JO, il y aura plein de trucs, il y a des problèmes d'insécurité, il y a plein de trucs qui... En fait, le RN, Macron, même avec une majorité relative, il va avoir un gouvernement Bardella, un gouvernement RN, il va dire en 2027, ouais, regardez, le RN, on vous a confié le pouvoir pendant 3 ans, vous avez rien fait, vous avez empiré la situation sur certains trucs, imaginez par exemple que l'insécurité augmente, bah... Macron, il pourra leur dire, ouais, il faut parler d'insécurité, mais au final, regardez, il n'y a pas de résultat. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais ça serait une très mauvaise chose électoralement parlant pour le RN qu'on lui donne à 100% les rênes du pouvoir. Moi, je pense que c'est ce que Macron voulait depuis le début. Et plus le temps passe et plus je me dis qu'en fait, il a complètement réussi son pari. C'est assez impressionnant. Au niveau Machiavel, ça se place là. Voilà. Donc, analyse terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un live, je crois. Si après, le problème, c'est qu'il y a le match. Je suis censé aller retrouver des gens pour voir le match. Je crois que c'est France-Portugal. Moi, je m'en fiche. Hein, c'est juste pour le principe de me retrouver avec des potos. Des potos, pardon. Je vous le disais, je balbutie. Je suis assez malade. Je vais quand même essayer de sortir parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai vu personne à cause de ma maladie. Donc, je ne sais pas si je vais faire le stream, j'ai encore pas mal de choses à faire. Moi, ça me ferait très plaisir de faire un live avant le live de dimanche. Et je vous le rappelle encore une fois, je serai avec Thomas L'Entretion. On sera en live dimanche pour commenter en direct les résultats des élections législatives dès 19h30. Connectez-vous, mettez la cloche pour les notifications si vous voulez pas rater le live. Comme ça, vous êtes au courant dès que je suis en direct avec Thomas. On se dit à demain potentiellement si je suis pas complètement crevé pour la prochaine vidéo. À dimanche pour le live. Et surtout... respirez un bon coup, messieurs, dames. Salut.